Bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Bienvenue. Bonsoir. Hop. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions pendant tout le cours. Vous pouvez les envoyer par le chat. On va éviter qu'on ait tous les micros qui soient allumés parce que sinon, ça va vite être le bazar. Mais n'hésitez pas à les écrire. On les note. Manuel, il revient dessus. Si jamais, parce que ça peut revenir aussi dans son discours à un moment. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il ne répond pas tout de suite. Et sinon, on fera toute une session questions-réponses aussi à la fin. Bien sûr. Et si vous voulez mettre votre petite caméra, allez-y, hein, c'est plus sympa quand même d'avoir les visages que juste les noms. Hein. Soyez, à moins que vous soyez complètement imprésentable. Mais... Alors, il n'y aura pas de petit quiz, Martin, aujourd'hui, parce qu'en fait, une question de timing, on a quand même 6 vins à déguster, et comme on va faire beaucoup d'analyses sensorielles, c'était un peu plus... Ça aurait vraiment plombé le timing, là, et plusieurs fois, on m'a dit que c'était un peu trop long, donc je vais essayer de tenir le timing, même si rien qu'avec 3 vins, j'aurais pu vous tenir assez longtemps quand même. Je vais essayer de régler le timer comme il faut. On fera un quiz la prochaine fois, avec plaisir. Est-ce que vous avez bien ouvert vos bouteilles? Est-ce que vous avez des beaux verres? Est-ce que vous avez aéré vos vins? Ça peut servir. En tout cas, pour ceux qui ont envie, évidemment, d'avoir cet envolé aromatique, allez-y. Préparez vos bouteilles. On va attendre que tout le monde se connecte. On a pas mal de monde, mine de rien, ce soir avec nous. Et on est très heureux, bien sûr, que vous soyez aussi nombreux. Tu me diras à peu près, Catherine, quand est-ce que tu penses avoir une majorité des personnes inscrites? On va attendre jusqu'à 35. Il y a encore du monde qui arrive régulièrement. Là, on est 45. Il y en a quelques-uns qui n'ont peut-être pas eu qui n'ont pas vu leur mail. Donc, je réponds à toutes les personnes sur Instagram et par mail qui nous demandent encore la salle. Okay. Mais ça va arriver petit à petit. Je pense que dans 2 minutes, on peut y aller tranquillement. Très bien. En tout cas, demain, on a une super surprise pour vous sur Instagram à 19h. Demain, on va vous parler d'un projet secret qui va vous faire vibrer. Si vous n'avez rien à faire demain soir à 18h30. Enfin, si vous avez déjà reçu le coffret, si vous êtes abonné au coffret, vous êtes déjà au courant. En tout cas. D'ailleurs, je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue comme ça, parce que vous serez les premiers à le savoir comme ça. Ça sera vraiment une anecdote toute fraîche. Mais il y a 3 jours, j'étais dans le Roussillon et je suis allé me voir Hervé Bizel. Et j'y suis allé spécialement parce que pour le petit secret de sommelier que personne ne sait encore, il a produit en 2020 4 barriques de pinot noir avec une vigne qui a 3 ans. C'est une sélection massale du Clos de Tare qu'il a faite avec Jean-Yves Bizot, qui est un super grand viticulteur très connu de Vaud, normandais, qui vend des bouteilles hors de prix, mais qui fait des vins assez émotionnellement impliquants. Et pour la petite anecdote, il a fait donc ces 4 fûts-là. Ils ont acheté une cuve spéciale pour vinifier vraiment comme fait Jean-Yves Bizot et fait donc un tirage absolument lunaire d'un pinot noir à tomber par terre. Et comme j'étais dans l'excitation du moment, j'ai réservé l'équivalent d'une des 4 pièces pour pouvoir vous faire goûter ça parce que c'était un truc de fou. Et c'est pour vous dire à quel point dans le Roussillon, en fait, le climat n'est pas un problème pour le pinot noir, surtout pas par les méthodes de vinification actuelles et aussi, surtout, je voulais simplement teaser sur cette présentation, sur cette introduction, sur le fait que dans les années à venir, Jean-Yves Bizot et Hervé Bizel vont planter une vigne cette année, là, certainement. Ils sont en train de défricher la parcelle qui est située sur les versants ouest de Vingros avec une ombre portée de la montagne qui fait que le pinot noir n'aura pas de soleil avant 11h30 le matin. Et donc, il va y avoir un endroit, un tout petit écrin qui fera moins d'1 hectare et qui fera quelques milliers de bouteilles de pinot noir à tomber certainement.
à suivre donc hein, pour ceux qui ont envie évidemment de pousser le curseur de la curiosité du Pinot Noir ailleurs. Et on en parlait avec Hervé Bizel, ce qui est fabuleux dans le Roussillon, c'est que ça fait partie des lieux qui sont absolument vierges de toute phase test entre guillemets autour de ces cépages-là. Et à 10 000 € l'hectare, on peut faire tous les tests possibles et imaginables sans engager évidemment trop de dépenses. Et ça fait partie de ces jolies, on va dire, bouteilles à suivre pour ceux qui sont passionnés de Pinot Noir, ailleurs bien entendu que celle que propose la Grande Bourgogne, évidemment. Alors, on y va, Catherine? Peut-être qu'on a assez de monde. Je pense qu'on a 51 personnes. Je ne sais pas si on aura beaucoup plus de monde que ça, mais je vous propose de débuter, parce qu'on a quand même pas mal de choses à se dire et à découvrir, à déguster. Donc, j'ai pas besoin de la présentation tout de suite, Catherine. Je vais prendre juste les visages de tout le monde, et puis on va commencer. OK. Merci. Alors, ouais, je viens de m'enlever de la presse que j'ai tout le monde. Merci. Voilà. Alors, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette dégustation Masterclass Back to Basic by Chef d'Œuvre. On espère que vous allez bien, surtout, et que vous avez, malgré évidemment la situation encore, la patate, l'envie de découvrir, de partager, peut-être aussi d'aller un petit peu plus loin dans certaines cuvées que vous avez achetées ou celles que vous allez pouvoir déguster ce soir. L'idée de ce masterclass, il est vraiment de revenir aux fondamentaux de certains cépages, aux fondamentaux de l'analyse sensorielle, et aussi surtout peut-être de revenir peut-être à une culture qui, à partir de certaines nuances, certains détails, va vous amener vers de nouvelles découvertes. L'idée, c'est vraiment qu'on comprenne un petit peu comment le matériel végétal influe sur l'essence, sur l'aromatique, mais aussi après comment tout ça est mis en relief par le terroir. C'est vraiment, donc on va faire un espèce de, ce soir à travers les 6 vins qu'on va déguster ensemble, on va être dans une espèce de silo qui va vous faire appréhender d'abord la notion un petit peu variétale du raisin, donc l'aromatique du chenin, du chardonnay, du viognier, vous l'avez compris, avec de la syrah, du cabernet franc ou du pinot. On va parler un petit peu de tout ça, mais de manière un petit peu plus large que ce que l'on fait d'habitude autour de la description d'une ou des cuvées. Et puis ensuite, on va rentrer vraiment dans ce qui va modeler, entre guillemets, cette partition du lieu, c'est-à-dire, cette partition du cépage, c'est-à-dire aller chercher l'altitude, aller chercher des fois des terroirs bas de coteaux, des terroirs haut de coteaux, des fois des vieilles vignes, des dates de vendange, des types de vinification, des types d'élevage. Tout ça va évidemment orienter la résonance aromatique et la singularité tactile de chaque cuvée. Et donc ce soir, on va essayer ensuite à la fin de rajouter tout ça avec le prisme évidemment d'un millésime qui, selon évidemment l'année, selon le type je dirais de structure, peut avoir plus ou moins. Alors, on a essayé de prendre évidemment des vins assez jeunes, parce que si vous voulez vraiment comprendre la dimension variétale d'un cépage, éventuellement la prise de son terroir dessus et la qualité de son élevage, c'est plutôt en jeunesse qu'il faut faire ça. Donc, ces vins sont extrêmement jeunes. Évidemment, je vous parlerai un petit peu de tous ces vins-là, de tous ces plaisirs quand tout ça sera un peu posé en bouteille, et vous ferez des projections pour chaque bouteille sur la manière dont elles évoluent. Donc, voilà, on parle du cépage, on la met en relief avec le lieu qui l'accueille, on parle du vinificateur, je vous raconterai un petit peu l'histoire des domaines, etc., mais on n'ira pas trop loin sur ça. Et on parlera surtout analyse sensorielle. L'idée, c'est vraiment que vous compreniez un petit peu l'architecture de bouche et les gammes aromatiques de ces vins pour pouvoir peut-être poser des bases assez solides et concrètes sur ce qu'est, par exemple, un chenin sans malolactique à Saumur, un chardonnay en haut de coteau à la Doigt, etc., etc. Donc, on va essayer de rentrer un petit peu dans tous ces micro-détails, mais au départ, on va faire quelque chose d'un petit peu plus général. Et puis, bien entendu, cette présentation, ou enfin, si on va appeler ça comme vous voulez, cette dégustation en ligne sera pour vous aussi un podium. Allez-y, posez vos questions, soyez très libres de nous faire des retours, de ressentis, de sensations, et puis surtout, posez vos questions, mais même les plus simples possibles. Je ne vais pas rentrer trop dans la vinification parce que ça prendrait des heures d'écrire tout, mais je vais aller straight to the point, comme on dit, au travers de chaque vin, vous expliquer un petit peu comment il est vinifié
Et bien sûr, on n'écartera pas toutes les possibilités des manières dont ils sont tous vinifiés. On va essayer d'aller évidemment je dirais, dans les contours de ce qui va se faire, ce que vous allez pouvoir déguster, pas forcément ailleurs, parce que c'est illimité évidemment. Mais le but, c'est que vous ayez comme ça des belles bases. Voilà pour le petit pitch d'intro. Alors évidemment, quelques petites nuances à comprendre pour l'ordre des vins qui vont être dégustés. Je vais vous présenter les vins comme moi je les servirais si je les servais par exemple à un dîner chez moi. Il y a des choses qu'il faut bien comprendre, c'est que la succession des vins dans une dégustation, elle dépend de pas mal de paramètres. D'abord de la structure alcool, on va en parler un petit peu, du pH et de l'acidité des raisins et du type de vin que l'on peut faire, bien entendu de la structure et aussi de la hiérarchie évidemment de terroirs que peuvent avoir les différents vins. On ne peut pas servir par exemple un grand vin de Volnay avant un Gros Hermitage ou autre. On a forcément une limite dans le potentiel terroir, même si évidemment aromatiquement c'est des autres promesses. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre un petit peu la manière dont on va faire ça. Alors on va servir d'abord le Saumur, ensuite on fera la Doigt Sérigny, ensuite on fera Condrieu. Là on fait un crescendo tactile d'intensité, de richesse et aussi de nuances aromatiques. Il est très difficile de boire, par exemple, un vin très sec derrière un vin de type aromatique comme le Viognier. Voilà donc pour les 3 premiers vins. Et ensuite, donc, on fera le Saumur Mémoire, on fera le Gros Hermitage et on finira avec le Volnay de Thomas Boulet. Voilà. Alors, pour les vins, j'ai aussi essayé d'illustrer certains profils de vins autour de ces 3 cépages blancs et de ces 3 cépages rouges, mais ça ne veut pas dire bien sûr que tout est comme ça. Il va falloir évidemment creuser. C'est pour ça qu'on vous proposera un autre masterclass Back to Basic numéro 2, où là, on ira chercher d'autres cépages. Et puis, dans l'année prochaine, ou peut-être dans les quelques mois qui suivront ces 2 premières sessions, on vous fera aussi d'autres cours. On reviendra sur les mêmes cépages avec d'autres expressions et à la fin, certainement, vous aurez comme ça, vous commencerez à comprendre un petit peu l'univers de ces différents types de raisins, variétés de raisins, / terroir, / millésime, etc., etc. Voilà, alors je vous propose de débuter tranquillement, puisque je pense qu'on a à peu près tout le monde. On a quand même 58 personnes qui sont là avec nous ce soir. Merci d'être là en tout cas. Et merci à tous les fidèles. Je vois beaucoup de noms, alors je ne citerai pas tous, mais je suis content de retrouver évidemment Arnaud, Dominique, etc. etc. On est très heureux de pouvoir partager tout ça avec vous. Alors, premier plaisir qu'on va illustrer ce soir, c'est bien sûr ce grand cépage qui est le Chenin. Le Chenin, évidemment, ça fait partie de ces, on va dire, de ces cépages contemporains de la vallée de la Loire, essentiellement, bien entendu, mais qui s'est déployé bien ailleurs. On a évidemment beaucoup d'admiration pour la manière dont ce cépage s'est déployé à l'international. Vous avez peut-être certainement dégusté des grands chenins en Afrique du Sud. On sait très bien qu'au XVIIe siècle, les Huguenots se sont emparés de quelques plants de vignes et sont allés en Afrique du Sud, par exemple, planter quelques plants. Ça a donné des grands résultats. On trouve également des grands chenins dans le sud de la France. On trouve quelques grands chenins en Australie. Et bien sûr, c'est un cépage qui fait vibrer les amateurs, que les amateurs ont envie, entre guillemets, de creuser parce que c'est un vrai diamant, c'est une boule à facettes. Et selon évidemment tous les paramètres qui vont dessiner un petit peu son univers, tout ça peut changer. Donc, ce qu'il faut, c'est que vous ayez en tête qu'on va avoir ce soir une dégustation d'un beau chenin qui sera une adéquation entre une variété de raisin, un climat, un sous-sol, mais aussi un savoir-faire. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on va essayer d'illustrer. Mais le chenin, cépage, allez, je vous le fais vite, capricieux, on va dire, cépage plutôt tardif. Si vous observez un petit peu les dates de vendange, et je vous invite à le faire, au moment du mois de septembre, si vous allez faire un petit peu le tour dans la Loire, faites un petit tour à Sancerre ou même un petit tour à Montlouis, en Anjou, etc., vous verrez que le chenin est un cépage qui mûrit relativement tard. On le cueille rarement
on le cueille rarement avant le 10 septembre. Hein. Même si les derniers millésimes sont hyper précoces, il faut savoir que les chenins que moi j'ai connus, par exemple, quand j'ai commencé ma carrière, c'était plutôt des cépages de maturité tardive, comme par exemple des vendanges à la 3e semaine du mois de septembre, 4e semaine parfois. Et bien sûr, quand on veut l'amener dans des variations un petit peu plus riches, voire moelleuses, demi-secs ou liquoreuses, c'est souvent des vendanges début octobre. Donc, cépage tardif qui produit des grappes assez grosses, assez allongées, plus de rendement que d'autres variétés de raisins si on ne le bride pas. Hein. Le cépage chenin, c'est quelque chose qu'il faut évidemment contrôler. J'ai ton Instagram sur mon écran, Kat. Merci. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir évidemment en tête que cette variété de raisin, elle peut donner le meilleur comme le pire. Et vraiment, c'est ce que je vous invite à avoir en tête quand vous pensez chenin, c'est que on peut avoir des choses absolument merveilleuses autour de ce cépage, mais on peut avoir aussi le pire. Je vais vous donner une petite anecdote très croustillante. Quand je suis allé voir Denis Pommier à Chablis, c'est un grand fan de chenin et il a planté des chenins dans ses terroirs juste à côté de la maison à Chablis. Et il me faisait ce témoignage l'année dernière avec Mathieu. Il nous disait en octobre, il nous disait: écoutez, on adore le chenin, on pensait pouvoir faire quelque chose avec, mais dans nos terroirs, il produit trop. 2, il est pas du tout, il mûrit jamais, c'est jamais mûr. Globalement, quand je le pousse au taquet, il est à 9 ou 10 d'alcool et on n'arrive pas à le faire mûrir ici. Et en plus, il pourrit vite. Et c'est pour vous dire à quel point ce cépage est extrêmement capricieux. Alors évidemment, il faut le mettre, bien sûr, dans son adéquation et dans son berceau, évidemment, qui est la Loire, surtout entre, on va dire, l'Anjou, la Touraine et le pays, et ce pays du Saumurois au milieu. C'est vraiment là qu'il est le mieux en adéquation. Et les écrits remontent un petit peu que c'est sous François Ier vraiment que le cépage chenin s'est vraiment déployé dans la Loire, mais on ne sait pas vraiment ses origines. On pense qu'il est issu de plein de différents croisements. Les ampélographes ne sont pas complètement certains des origines évidemment de ce cépage. Ce qui est important en tout cas de noter, c'est que c'est un cépage qui débourre tard, qui craint le gel, qui mûrit tard, qui peut pourrir assez vite et vous vrillez vraiment si par exemple il pleut en période de vendange, perdre son acidité. Il peut aussi évidemment produire des vins absolument merveilleux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est intéressant. On peut faire des bulles, on peut faire des secs, on peut faire des demi-secs, on peut faire des moelleux, des liquoreux avec. Donc, ce cépage, c'est vraiment un éventail de possibilités, à condition, bien entendu, de pouvoir l'amener à maturité sans en perdre, évidemment, tout ça. Alors, c'est un cépage aussi. Et c'est pour ça que quand je dis qu'il est capricieux, c'est qu'il craint aussi la coulure. Des fois, il peut ne pas produire beaucoup. Hein. Si je prends les rendements à l'hectare moyen en pays angevin, typiquement, le chenin, c'est du 20-25 hecto-hectares, des fois 30-35, et c'est la fête au village quand on le fait, sur certains secteurs avec des terroirs pauvres, des terroirs de schiste typiquement. Après, sur le calcaire, il peut donner un petit peu plus, mais souvent, ce n'est pas du Sauvignon. Hein. Le Sauvignon, vous pouvez faire beaucoup de rendement. À 80 hecto-hectares à Sancerre, vous faites un beau vin. Hein. Et des fois, même un vin qui a de la minéralité, du terroir, etc. Un peu comme le Riesling. Le chenin, vous le faites à 80 hecto